J. Robert Oppenheimer pourrait être le physicien le plus important qui ait jamais vécu. Il n'a jamais remporté de prix Nobel, mais il a changé le monde plus que la plupart des lauréats du prix Nobel. Sous sa direction, les meilleurs physiciens du XXe siècle ont construit la bombe atomique, changeant à jamais le cours de l'histoire. S'il y a une autre guerre mondiale, cette civilisation pourrait disparaître. Il a influencé chaque guerre menée et chaque paix conclue depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il a également créé un moyen pour l'humanité de se détruire elle-même. Maintenant, je suis devenu la mort, le destructeur de mondes. Cette vidéo parle de comment construire une bombe atomique, de la vie d'Oppenheimer, et pourquoi des scientifiques sérieux étaient inquiets que l'explosion mette le feu à l'atmosphère, mettant fin à toute vie sur Terre. À 21 ans, J. Robert Oppenheimer a placé une pomme empoisonnée avec des produits chimiques toxiques sur le bureau de son tuteur en physique. Le tuteur, Patrick Blackett, un expérimentateur, avait harcelé Robert pour qu'il fasse plus de travail expérimental, domaine dans lequel il pensait que Robert n'excellait pas. Oppenheimer passait déjà ses journées dans un coin de J.J. Thomson, dans le labo souterrain de Thomson, tentant de créer des films minces de beryllium utilisés pour étudier les électrons. Mais Oppenheimer était maladroit et pas doué pour ce travail. Il a rapidement commencé à négliger ses tâches de laboratoire, préférant assister à des conférences et lire des revues de physique. C'était en 1925, et le jeune Oppenheimer de 21 ans était de plus en plus fasciné par le nouveau domaine de la mécanique quantique. Malgré le fait qu'il était entouré de physiciens brillants comme Rutherford et Chadwick, Oppenheimer était profondément malheureux. Il a écrit « Je passe un assez mauvais moment. Le travail en laboratoire est terriblement ennuyeux. Et je suis si mauvais que j'ai l'impression de ne rien apprendre. » Un ami l'a surpris allongé sur le sol de sa chambre, qu'il appelait un trou misérable, gémissant et se roulant d'un côté à l'autre, dans une angoisse émotionnelle. C'est dans cet état que Robert a tenté d'empoisonner Blackett. Les détails se perdent dans l'histoire. Des rapports contradictoires existent sur le fait qu'Oppenheimer ait utilisé du cyanure, ou une substance du laboratoire qui aurait seulement rendu Blackett malade. Cette histoire semble incroyable, mais Oppenheimer lui-même l'a confirmé. Heureusement, Blackett n'a pas mangé la pomme, mais la tentative d'empoisonnement est devenue connue des autorités de l'université de Cambridge. Les parents de Robert rendaient visite à leur fils depuis les États-Unis à l'époque, et Julius Oppenheimer a réussi à convaincre Cambridge de ne pas porter d'accusation criminelle. Grâce à la richesse de sa famille, Robert n'a même pas été expulsé de Cambridge, à condition qu'il ait des séances de conseil périodiques avec un psychiatre à Londres. À l'été 1926, Robert s'est rendu à l'université de Göttingen. Le président du département était Max Born, qui avait inventé le terme mécanique quantique juste 2 ans plus tôt. Bohr était apparemment un enseignant réfléchi et doux, et avait encouragé le travail de Werner Heisenberg, Wolfgang Pauli, Enrico Fermi et Eugene Wigner. En gros, le gratin de la mécanique quantique. La classe dans laquelle se trouvait Oppenheimer était également extraordinaire, incluant des sommités comme Paul Dirac et John von Neumann. Alors que la culture académique à Cambridge était axée sur la physique expérimentale, Göttingen était entièrement consacré à la physique théorique. Et sous la tutelle de Max Born, Oppenheimer a prospéré. Sa santé mentale s'est améliorée, et il a trouvé une communauté de personnes aussi obsédées par la physique qu'il l'était. Le 14 novembre 1926, Robert a écrit à Frank, son frère cadet, « Tu aimerais Göttingen ». Le travail est difficile, Dieu merci, mais presque agréable. Robert prospérait, et son talent était reconnu. Born a écrit plus tard, c'était un homme de grand talent, et il était conscient de sa supériorité d'une manière qui était gênante et qui a conduit à des problèmes. Quand Oppenheimer avait 23 ans, il a obtenu son doctorat en physique. Il a rédigé sa thèse en allemand sur la théorie quantique des spectres continus. Pendant ses 2 ans à Göttingen, il a publié plus d'une douzaine d'articles au total. Beaucoup d'entre eux ont développé le travail de Werner Heisenberg, qui n'était que de 3 ans plus âgé qu'Oppenheimer. Les deux se sont finalement rencontrés en 1927, la même année où Heisenberg a publié son article révolutionnaire sur le principe d'incertitude quantique. Selon tous les comptes, le duo s'entendait bien.
Il n'y avait aucun moyen de savoir que juste 15 ans plus tard, ils seraient des rivaux mortels, essayant de construire la première bombe nucléaire, Oppenheimer pour les États-Unis et Heisenberg pour l'Allemagne nazie. À l'époque, on pensait qu'il était impossible d'obtenir des quantités significatives d'énergie à partir d'atomes radioactifs. Depuis la découverte de la radioactivité par Henri Becquerel, Marie et Pierre Curie à la fin des années 1890, on savait que la radioactivité était un processus passif. Les atomes instables se désintégreraient aléatoirement et de façon imprévisible. Et sûrement qu'il n'y avait aucun moyen de contrôler cela. En 1933, Ernest Rutherford, l'ancien patron d'Oppenheimer à Cambridge, a écrit que quiconque s'attend à une source d'énergie provenant des transformations de ces atomes parle de sornettes. La même année, Albert Einstein a déclaré qu'il n'y a pas la moindre indication que l'énergie nucléaire sera jamais obtenable. Cela signifierait que l'atome devrait être brisé à volonté. Alors, comment briseriez-vous un noyau atomique ? Eh bien, vous pourriez prendre un proton et l'accélérer à travers un grand champ électrique, puis le fracasser contre un noyau. C'est exactement ce que John Cockcroft et Ernest Walton ont fait en 1932. Ils ont accéléré des protons dans des noyaux de lithium, les brisant. Le duo gagnera plus tard un Nobel pour ce travail. Mais un proton est positivement chargé. Il était donc repoussé par tous les noyaux qui sont également positivement chargés. Donc, pour leur donner une chance de surmonter cette barrière, Cockcroft et Walton ont dû utiliser 250 000 volts pour accélérer les protons. Et alors seulement environ un proton sur 1 milliard frappe réellement et divise un noyau de lithium. Ce ne serait donc pas une méthode efficace pour obtenir de l'énergie. Mais il y a une autre façon. En 1932, le neutron a été découvert, cette particule subatomique qui est environ 0,1% plus lourde qu'un proton, et elle n'a pas de charge électrique. Donc un neutron ne serait pas repoussé d'un noyau. Et en 1933, Léo Szilard réfléchissait à comment vous pourriez utiliser des neutrons pour diviser des noyaux. Il m'est soudainement venu à l'esprit que si nous pouvions trouver un élément qui est divisé par des neutrons, et qui émettrait 2 neutrons lorsqu'il absorbe un neutron, un tel élément, s'il est assemblé en masse suffisamment grande, pourrait soutenir une réaction nucléaire en chaîne. Mais le fait est que personne ne savait s'il existait un élément qui avait un type de noyau capable de faire cela. Le 29 janvier 1939, Luis Alvarez, un jeune physicien prometteur, se faisait couper les cheveux tout en lisant le San Francisco Chronicle. Soudain, il quitta la chaise, en plein milieu de la coupe, et se précipita dans le bureau d'Oppenheimer. Alvarez a lu un article sur la façon dont 2 chimistes allemands, Otto Hahn et Fritz Strassmann, avaient réussi à diviser un atome d'uranium en le bombardant de neutrons. Oppenheimer n'était pas impressionné. « C'est impossible », aurait-il dit au jeune Alvarez, s'efforçant de prouver mathématiquement sur son tableau noir pourquoi la fission ne pourrait jamais être réalisée. Mais le lendemain, Alvarez avait répété l'expérience et avait invité Oppenheimer à la voir. Alvarez se souvient plus tard qu'en moins de 15 minutes, il était non seulement d'accord que la réaction était authentique, mais aussi qu'il avait supposé que dans le processus, des neutrons supplémentaires se dégageraient, qui pourraient être utilisés pour diviser plus d'atomes d'uranium, et ainsi générer de l'énergie ou fabriquer des bombes. Lorsqu'un seul atome d'uranium-235 se divise, il perd un peu de masse, qui est libérée sous forme d'énergie, suivant l'équivalence masse-énergie d'Einstein. C'est une quantité d'énergie minuscule, environ 20 fois inférieure à la quantité nécessaire pour soulever un grain de sable de l'épaisseur d'une feuille de papier. Mais les atomes sont aussi minuscules. Dans une masse de 1 kg d'uranium, il y a environ 1 trillion de trillions d'atomes, donc l'énergie s'accumule rapidement. Bientôt, la plupart étaient convaincus. En août 1939, Einstein, qui croyait encore 6 ans plus tôt que les bombes nucléaires étaient impossibles, a signé une lettre adressée au président Franklin Roosevelt. La lettre de Szilard avertissait Roosevelt des dangers potentiels des armes nucléaires. Elle soulignait également que l'Allemagne avait accès à l'uranium des mines de Tchécoslovaquie, qui avait récemment été prise par les nazis. Roosevelt a commencé un comité informel sur l'uranium pour discuter de ce sujet. Mais pendant les 2 années suivantes, rien ne s'est produit. En 1941,
Roosevelt a promu le comité informel sur l'uranium au comité S-UN, qui rendrait compte directement à la Maison-Blanche. L'objectif explicite était de développer une bombe atomique. Et en mai 1942, Oppenheimer a été embauché au sein du comité pour être le coordinateur de la rupture rapide. Alors pourquoi a-t-il été sélectionné ? Après son doctorat, Oppenheimer est devenu professeur de physique à l'université de Californie Berkeley, puis au Caltech. L'éclat qu'il avait montré sous la tutelle de Max Born ne s'est pas estompé. En effet, il s'est épanoui en une carrière de physique remarquable mais étrange. Dans les 15 années qui ont suivi l'obtention de son doctorat, Oppenheimer a apporté d'importantes contributions à tout, de la physique nucléaire à la théorie quantique des champs, et même à l'astrophysique. Il a eu plusieurs idées récompensées par le prix Nobel. L'un de ses étudiants, Willis Lamb, est devenu lauréat du prix Nobel, mais Oppenheimer lui-même a été nominé 3 fois, sans jamais remporter le prix Nobel. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi il pensait qu'Oppenheimer n'avait jamais remporté le prix Nobel, Mary Gell-Mann a dit qu'il n'avait pas de Sitzfleisch, un mot allemand qui se traduit par chair assise, la capacité de s'asseoir sur une chaise pendant longtemps et de faire le travail difficile. Il n'a jamais écrit un long document ni effectué un long calcul. Il n'avait pas la patience pour ça. Wolfgang Pauli a également dit que ses idées sont très bonnes, mais que ses calculs sont toujours faux. Mais Oppenheimer était incroyable avec les gens. C'était un leader naturel et charismatique. Et cette combinaison, son charisme et sa capacité à générer de grandes idées, lui serviraient bien dans la prochaine phase de sa vie. Le 18 septembre 1942, le général Leslie Groves a été mis en charge du projet Manhattan. J'étais responsable du développement de la bombe atomique. Dès le premier jour, il a commandé 1200 tonnes de minerai d'uranium. Le lendemain, il a commandé l'achat du site d'Oak Ridge pour raffiner le minerai. Le mois suivant, dans un geste inattendu, il a désigné Oppenheimer comme directeur scientifique du futur laboratoire de Los Alamos. Oppenheimer venait d'être nommé architecte en chef de la bombe atomique. L'établissement militaire avait des préoccupations. Oppenheimer n'avait pas de prix Nobel, alors les scientifiques embauchés pour le projet respecteraient-ils son opinion et suivraient-ils son leadership ? Oppenheimer n'avait aucune expérience préalable dans la gestion d'un projet d'une telle ampleur. De plus, c'était un physicien théoricien qui, selon Isidore Rabi, était un camarade très peu pratique. Il ne savait rien à propos de l'équipement. Et puis, il y avait le problème de la position politique d'Oppenheimer. Il avait des liens avec le Parti communiste, y compris sa femme Catherine, qui était membre de ce parti. Mais Groves était impressionné par Oppenheimer. Il appréciait son ambition débordante. Il savait aussi qu'Oppenheimer serait inestimable pour comprendre les problèmes en physique, chimie, ingénierie et métallurgie. Groves pensait qu'Oppenheimer était un véritable génie, disant que « Pourquoi ?» Oppenheimer sait tout sur tout. Il peut vous parler de tout ce que vous abordez. Non, pas vraiment, il ne connaît rien au sport. Les deux hommes étaient un peu plus différents. Oppenheimer pesait 2 fois moins que Groves, bien qu'ils mesurent tous les deux près de 6 pieds de haut. Idéologiquement, Oppenheimer était communiste, Groves un conservateur convaincu. Mais Groves était convaincu qu'Oppenheimer serait la personne qui construirait la bombe atomique avant les nazis, et c'est tout ce qui comptait. Isidore Rabi a commenté plus tard que l'embauche d'Oppenheimer pour ce rôle était un véritable coup de génie de la part du général Groves, qui n'était généralement pas considéré comme un génie. Le projet Manhattan avait besoin d'un lieu, quelque part isolé pour garder le projet secret, à l'abri des attaques ennemies, et bien que personne ne voulait l'admettre, quelque part où la population était clairsemée au cas où il y aurait un accident. Oppenheimer a proposé Los Alamos, au Nouveau-Mexique. Il était tombé amoureux du désert aride et des montagnes du Nouveau-Mexique dans sa vingtaine. En 1929, Oppenheimer a écrit à un ami « Mes 2 grands amours sont la physique et le Nouveau-Mexique. Dommage qu'ils soient incompatibles. » Mais Oppenheimer avait sérieusement sous-estimé le défi logistique à venir. En 1943, Oppenheimer estimait qu'il aurait besoin d'environ 6 scientifiques soutenus par une poignée d'ingénieurs et de techniciens pour fabriquer une bombe. Il s'est trompé de 2 ordres de grandeur.
764 scientifiques finiraient par travailler pour le projet Manhattan, dont 302 travailleraient sur le site de Los Alamos. Plus de 600 000 personnes au total ont été impliquées dans la fabrication de la bombe atomique. À ce stade, la fabrication de la bombe atomique semblait non seulement possible, mais probable. Le 2 décembre 1942, une équipe de physiciens de l'université de Chicago, dirigée par Enrico Fermi, a créé le premier réacteur nucléaire artificiel du monde, Pile 1. Il se composait de 45 tonnes d'uranium et d'oxyde d'uranium, et de 330 tonnes de blocs de graphite. De manière assez horrifiante, il était situé sous les gradins du terrain de football. Il a généré environ 1 demi-watt de puissance. Et si vous pouvez fabriquer une centrale nucléaire, vous pouvez fabriquer une bombe. La seule vraie différence entre les deux est le nombre de neutrons qui frappent l'atome suivant, le faisant se diviser et libérer plus de neutrons. Si en moyenne, ce nombre est 1, il y aura une réaction en chaîne auto-entretenue stable, mais elle ne grandira pas. Si c'est moins d'1, la réaction va s'atténuer. Et si c'est plus d'1, la réaction va grandir. C'est ce qu'on appelle le facteur de multiplication K. Les réactions nucléaires et les pandémies se ressemblent sur ce point. La manière la plus simple de fabriquer une bombe nucléaire est de rassembler suffisamment de matière fissile pour qu'elle crée une réaction en chaîne incontrôlable. Cette quantité est appelée masse critique. Avec de l'uranium-235, vous avez besoin d'environ 52 kg, formant une sphère d'un diamètre de 17 cm. Si vous utilisez du plutonium-239, la masse critique est beaucoup plus petite, seulement environ 10 kg, ce qui créerait une sphère de seulement 10 cm de large. Au début, les scientifiques ont développé une bombe de type pistolet. À l'intérieur d'une bombe de type pistolet, vous avez deux plaques d'uranium-235, toutes deux en dessous de la masse critique. Ensuite, en utilisant un explosif conventionnel comme la cordite, vous tirez rapidement l'un vers l'autre, de sorte que la masse combinée est supérieure à la masse critique. Lorsque la balle d'uranium est à environ 25 cm de distance, la réaction en chaîne nucléaire commence, entraînant une explosion atomique. Malgré la conception simple, cela n'est pas très efficace. Seulement un petit pourcentage de l'uranium subit une fission, donc le rendement total de la bombe est beaucoup plus petit. Vous rencontrez également quelques problèmes inattendus, comme comment vous assurez-vous que l'uranium glisse en douceur à travers le canon. Vous utilisez de l'huile pour lubrifier le canon. Mais toutes les huiles synthétiques que les scientifiques ont essayées se desséchaient. Au final, la seule huile qu'ils ont pu trouver qui fonctionnait était l'huile de baleine d'Abos. Seulement environ 0,7% de l'uranium naturellement présent est uranium-235, le combustible fissile pour les bombes nucléaires. Lorsque l'uranium-235 absorbe un neutron, il devient brièvement uranium-236, puis il se déchire grossièrement en deux et libère en moyenne 2,4 neutrons par fission. Mais lorsque vous extrayez de l'uranium du sol, la plupart est l'uranium-238 qui ne subit pas de fission. Pour fabriquer une bombe nucléaire, les scientifiques ont utilisé d'énormes spectromètres de masse pour séparer et concentrer d'uranium-235. Et la substance résultante était de l'uranium avec une concentration beaucoup plus élevée d'uranium-235. Autrement dit, il s'était enrichi. Il y avait cependant une autre option. Au début de 1941, un nouvel élément a été découvert, ou plutôt synthétisé. Lorsqu'un neutron est absorbé par un noyau d'uranium-238, il se transforme en uranium-239. L'uranium-239 est instable. Il se désintègre donc en neptunium, qui devient ensuite du plutonium. Il y a 3 choses qui comptent pour cette histoire. Le plutonium-239 est un excellent combustible pour une bombe nucléaire. Il a une masse critique d'environ seulement 10 kg. Deuxièmement, il est moins cher à fabriquer qu'à séparer l'uranium-235. Troisièmement, sa réaction est trop rapide pour une utilisation dans un pistolet. Il pétillerait, indiquant qu'une infime fraction du combustible subirait une fission. Mais il existe un moyen de fabriquer une bombe à l'aide de plutonium. La masse critique change en fonction de la densité du matériau. Dans des conditions de pression normale, 6 kg de plutonium-239 n'exploseront pas. Mais si vous le comprimez, les atomes se rapprochent, et la probabilité qu'un neutron égaré frappe le noyau augmente.
Ainsi, une densité élevée implique une masse critique plus faible. Donc si vous déclenchez des explosifs conventionnels autour d'une boule de plutonium, vous pouvez la comprimer suffisamment pour déclencher une réaction en chaîne nucléaire. Et c'était toute l'idée derrière la conception de la bombe à implosion. Il existe quelques moyens de tricher pour réduire la masse critique. Pour commencer, vous entourez la sphère avec un matériau qui réfléchit les neutrons, ce qui réduit la quantité de combustible nucléaire dont vous avez besoin pour démarrer une réaction en chaîne. Vous pouvez également avoir une source de neutrons, quelque chose qui déclenche la réaction en chaîne. Pour la première bombe à implosion, les scientifiques ont créé un dispositif appelé l'oursin, qui était une petite pastille pesant seulement 7 grammes, et elle se situait au cœur de la bombe. Il était composé de beryllium et de polonium, séparés par une couche de nickel et d'or. L'idée était que lorsque les explosifs détonaient, l'onde de choc mélangerait le beryllium et le polonium, puis les particules alpha du polonium provoqueraient la libération d'un flot de neutrons par le beryllium, ce qui déclencherait la réaction en chaîne nucléaire. Du moins, c'était l'espoir. C'était la première fois qu'une bombe atomique était fabriquée. Oppenheimer et le reste des scientifiques à Los Alamos devaient agir rapidement. C'était déjà 1945, et Truman voulait tester l'arme avant le début de la conférence de Potsdam. C'est là que Truman, Churchill et Staline se réuniraient pour planifier la paix d'après-guerre. La conférence a commencé le 17 juillet. La date la plus tôt à laquelle tout pourrait être prêt pour la bombe était juste un jour plus tôt. C'est donc à ce moment-là que le test a été programmé. Il allait être nommé Trinity. La veille, Oppenheimer était nerveux. Il y avait tellement de choses qui pouvaient mal se passer. Le dernier essai d'allumage des explosifs, sans le véritable noyau de plutonium, a été un échec. Pour se calmer, il a récité une strophe de la Bhagavad Gita, le poème sacré hindou. Il avait en fait traduit la Gita lui-même de l'original en sanskrit. Au combat, dans la forêt, au précipice dans les montagnes, sur la grande mer sombre, au milieu des javelots et des flèches, dans le sommeil, dans la confusion, dans les profondeurs de la honte. Les bonnes actions qu'un homme a faites auparavant le défendent. Peut-être plus terrifiant que l'idée que la bombe ne fonctionne pas, c'était qu'elle fonctionne trop bien. Vers 1942, Oppenheimer a discuté avec Arthur Compton d'une terrible possibilité qu'un test nucléaire pourrait mettre fin au monde. L'inquiétude était que la bombe nucléaire créerait des températures si chaudes que la fusion se produirait. Une infime fraction de l'atmosphère, juste une partie sur 2 millions, est du gaz d'hydrogène. Mais l'inquiétude était qu'à des températures et des pressions suffisamment élevées, cet hydrogène pourrait fusionner, libérant de l'énergie. Cette énergie fusionnerait plus d'hydrogène. Elle pourrait également décomposer l'hydrogène de la vapeur d'eau, provoquant également sa fusion. Cela libérerait encore plus d'énergie, provoquant encore plus de fusion, jusqu'à ce que l'ensemble de l'atmosphère terrestre devienne une énorme bombe à fusion. Se remémorant ses conversations avec Oppenheimer, en 1959, Compton a dit « Ce n'était pas tout ce que Oppenheimer craignait ». L'azote dans l'air est également instable, bien que dans une moindre mesure. Ne pourrait-il pas aussi être déclenché par une explosion atomique dans l'atmosphère ? La plupart des scientifiques ont rapidement réalisé à quel point ce scénario était improbable, et ils ont continué le projet, donc personne n'a pris l'idée trop au sérieux. Mais l'idée de commencer une réaction de fusion avec une arme de fission deviendrait très importante après la guerre. Le test Trinity était prévu pour 4 heures du matin, mais il a été retardé à cause d'une tempête. Donc à 5h29 et 21 secondes, le gadget, la première bombe nucléaire du monde, a explosé. L'explosif à haute puissance a comprimé le noyau de plutonium vers l'intérieur. L'onde de choc a mélangé le beryllium et le polonium, libérant un flot de neutrons. L'oursin a fonctionné. Il a démarré la réaction nucléaire, et maintenant il n'y avait aucun moyen de l'arrêter. Juste 6 kg de plutonium ont créé une explosion équivalente à près de 25 000 tonnes de trinitrotoluène. Les montagnes du Nouveau-Mexique étaient éclairées plus vivement qu'en journée. L'onde de choc a été ressentie à plus de 160 km de distance.
Le nuage en forme de champignon s'est élevé à 12 km dans le ciel. Il faisait si chaud que le sable du désert a fondu en un minéral vitreux maintenant connu sous le nom de trinitite. Heureusement, l'explosion n'a pas enflammé l'atmosphère. Le 6 août 1945, le Boeing B-29 Flying Fortress a largué Little Boy, une bombe nucléaire de type canon, avec 64 kg d'uranium enrichi. La nitrocellulose enflammée a poussé les lingots de uranium, 235 ensemble, le faisant dépasser sa masse critique. L'explosion, équivalente à 15 000 tonnes de trinitrotoluène, a tué près de 70 000 personnes. 70 000 autres mouraient des brûlures et de l'empoisonnement par radiation dans les mois suivants. 3 jours plus tard, une bombe de type à implosion, comme le Gadget, a été larguée sur Nagasaki, tuant environ 80 000 personnes de plus. Plus de 95% des 225 000 personnes tuées lors des bombardements d'Hiroshima et de Nagasaki étaient des civils. La plupart étaient des femmes et des enfants. En 1965, se remémorant les moments après le test Trinity, Oppenheimer a dit qu'il avait pensé à un autre verset de la Gita. Il savait que le monde allait changer à jamais. Peu de gens ont ri. Peu de gens ont pleuré. La plupart des gens étaient silencieux. Je me suis souvenu de la ligne de l'écriture hindoue, la Bhagavad Gita. Vishnu essaie de persuader le prince que il devrait faire son devoir, et pour l'impressionner, prend sa forme multibras. Et dit « Je suis devenu la mort, le destructeur des mondes. Nous avons tous pensé cela d'une façon ou d'une autre. » Après la guerre, Oppenheimer était un héros national. Son portrait était en couverture du magazine Time, et il est devenu un nom familier. En 1947, il est devenu le directeur de l'Institut d'études avancées à Princeton. Il est également devenu le président du comité consultatif général, où il est devenu conseiller sur les questions liées aux armes nucléaires. Il a utilisé sa position pour plaider en faveur du contrôle des armes. En août 1949, l'Union soviétique a testé sa première arme atomique. Et l'armée américaine a rapidement décidé que la meilleure ligne de conduite était de développer une bombe plus puissante, la bombe à hydrogène connue sous le nom de super. Oppenheimer était contre le développement du super pour des raisons éthiques et la crainte qu'il ne déclenche une course aux armements. Mais l'administration Truman a poussé en avant, et 3 ans plus tard, Ivy, Mike, la première bombe à hydrogène, a été testée dans les îles Marshall. Elle avait un rendement de 10,4 mégatonnes de trinitrotoluène, soit 400 fois plus puissante que le test Trinity. Une bombe à hydrogène est en réalité 3 bombes en une. Une bombe conventionnelle, une bombe à fission et une bombe à fusion. Les explosifs conventionnels déclenchent une réaction de fission, qui augmente suffisamment la température et la pression pour fusionner le deutérium et le tritium ensemble, libérant une énorme quantité d'énergie. En 1961, l'Union soviétique a testé la Tsar Bomba, l'explosion la plus puissante jamais détonée. Elle était 5 fois plus puissante que Ivy Mike, environ 2000 fois plus puissante que Trinity. C'est exactement ce genre de course aux armements qu'Oppenheimer craignait. En raison de son opposition à la bombe H et de ses appels à éviter une course aux armements nucléaires, Oppenheimer a été mis en procès pour révoquer son habilitation de sécurité. Il avait été surveillé pendant son travail au projet Manhattan, surveillance qui s'est poursuivie après son départ. Beaucoup des écoutes téléphoniques estiment été illégales et sans mandat. On a interrogé Oppenheimer sur ses liens avec le Parti communiste, y compris sa liaison avec Jane Tatlock, membre du Parti communiste, alors qu'il dirigeait le laboratoire de Los Alamos. Il a essentiellement été accusé de trahison et d'espionnage. En décembre 1953, l'habilitation de sécurité d'Oppenheimer a été suspendue. Son visage, maintenant sombre et en noir et blanc,
était une fois de plus en couverture de Time. Ses auditions de sécurité faisaient headline à l'international. En 1964, le dramaturge allemand Reinhard Kippert a écrit une pièce sur la vie d'Oppenheimer. Oppenheimer a reçu une copie de ce script, et il l'a tellement détesté qu'il a menacé de porter plainte. Il détestait particulièrement la scène finale où le personnage d'Oppenheimer prend conscience du mal de son travail. Et je cite, « Nous avons fait le travail du diable ». Pour Oppenheimer, c'était toujours plus compliqué que cela. Je pense qu'il a probablement été supposé, il a certainement toujours été supposé à Los Alamos, que si la guerre n'était pas terminée et pas clairement pour être amené à une conclusion par des moyens diplomatiques, cette arme jouerait un rôle. À l'époque, l'alternative, la campagne d'invasion, était certainement beaucoup plus terrible pour tous ceux concernés. Je pense que Hiroshima a été bien plus coûteuse en vie et en souffrance inhumaine qu'il n'aurait fallu pour être un argument efficace pour mettre fin à la guerre. C'est facile à dire après coup. En 1965, on lui a demandé son avis sur la récente proposition de discussion avec l'Union des républiques socialistes soviétiques pour stopper la prolifération nucléaire. Et sa réponse a été « Cela aurait dû être fait le jour après Trinity ». Plus tard la même année, on lui a diagnostiqué un cancer de la gorge. Il a été fumeur toute sa vie. Et il est décédé le 18 février 1967, à l'âge de 62 ans. Les progrès de la science et de la technologie ont donné aux humains un pouvoir énorme pour améliorer ou détériorer le monde. La guerre nucléaire n'est pas notre seule source d'inquiétude. Le changement climatique causé par l'homme pose une grave menace pour les écosystèmes et les personnes les plus vulnérables à travers le monde.